D'après Donald Trump, Maduro a mis les mains en l'air et s'est rendu aussitôt comme s'il s'attendait à son sort. Alors on débattra encore longtemps pour savoir si c'est vraiment une taupe de la CIA qui a renseigné les forces spéciales sur le lieu exact du sommeil du président vénézuélien. Et on poursuit avec l'analyse de Régis Le Sommier au micro de Richard Dessèze. Rebonjour Richard et bonjour Régis. Bonjour Liselotte. Meilleurs vœux pour cette nouvelle année. À vous et à toute l'équipe également, à Radio Courtoisie. Alors Régis, il s'est passé plein de choses pendant le week-end. Oui, il s'est passé plein de choses qui, vous allez le comprendre, m'ont tenu même cette nuit en éveil. J'ai une tendance à l'insomnie, mais là, ça a été stimulé par ce qui se passe, parce qu'aujourd'hui, il faut quand même toujours regarder ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique. Et comme vous le dites, le week-end a été chargé. Alors, je vais revenir à samedi matin. Donc, évidemment, 3 heures, heure de Caracas. Nicolas Maduro a été réveillé par ceux que les djihadistes qui ont eu affaire à eux pendant longtemps appelés les hommes verts, c'est-à-dire les membres de la Delta Force. Hommes verts à cause des peintures sur leur visage. C'est comme ça que les appelaient Baghdadi et autres. D'après Donald Trump, Maduro a mis les mains en l'air et s'est rendu aussitôt comme s'il s'attendait à son sort. Alors on débattra encore longtemps pour savoir si c'est vraiment une taupe de la CIA qui a renseigné les forces spéciales sur le lieu exact du sommeil du président vénézuélien. L'homme était connu pour, depuis plusieurs années, ne jamais dormir plus d'une nuit dans le même lit, ou bien si sa capture est le résultat d'un inside job, un traître à la cause chaviste, comme certains de ses partisans ne manqueront pas de qualifier l'individu s'il est un jour identifié. Toujours est-il que, depuis, le président vénézuélien déchu est réapparu en diverses tenues, toujours accompagné de membres du DEA, le bureau de la lutte contre le trafic de drogue aux États-Unis. Alors, il a d'abord transité par Guantanamo Bay. Alors, c'est intéressant parce que c'est là où réside toujours, justement, une quinzaine de spécimens de la lutte contre le terrorisme, démarré il y a 20 ans dans la foulée du 11 septembre. Ce n'était qu'un transit, mais le symbole est éloquent. Depuis la création sur l'enclave américaine en territoire cubain du camp Delta, X-Ray à l'origine, Guantanamo a toujours représenté le cas d'école typique d'une négation flagrante des règles du droit international, en fait du droit tout court. Les talibans et autres insurgés raflés sur les champs de bataille d'Afghanistan et d'Irak se voyaient détenus pour une durée indéterminée, comme substitués, subtilisés au reste de l'humanité. Alors un autre Donald Rumsfeld, celui-là, m'avait, lors d'une interview au Pentagone, décrit un jour le principe qui régit Guantanamo. Le but est simple, les retirer de nos rues, m'expliquait-il, en me disant que si je me faisais voler ma mobilette, je ne voulais pas que ça recommence. J'avoue avoir été un peu dubitatif à l'époque, mais devant tant d'enthousiasme, Guantanamo était le bébé de Rumsfeld, ne pas avoir renchéri. Alors l'enclave louée depuis 100 ans à Cuba, n'étant pas située sur le territoire des États-Unis, les détenus n'y avaient donc aucun droit. Nicolas Maduro n'est resté que quelques heures sur le tarmac de l'aéroport situé à l'ouest de Guantanamo, donc loin de la zone de détention. Il a ensuite voyagé jusqu'à New York, où une nouvelle fois on l'a vu défiler, encadré par 2 agents dans l'aéroport. Alors il portait cette fois une tenue sombre, était affublé d'un bonnet qui donnait l'impression qu'on lui avait fait intentionnellement des oreilles d'âne. Quel qu'était le but de la manœuvre, il s'agissait de ce que les Américains appellent un perp walk. Traduction, la marche du criminel. C'est l'équivalent moderne du goudron et des plumes des villes du Far West d'autrefois. Depuis l'époque des cow-boys et des Indiens, on le sait, les Américains vivent dans un cinéma permanent, Hollywood étant la plus puissante machine au monde de recyclage de la réalité, à des fins bien sûr d'installer toujours le rêve américain. Et ils ont gardé cette coutume, DSK en sait quelque chose. Cette idée que le président des États-Unis d'Amérique serait une sorte de shérif n'est d'ailleurs pas nouvelle. Souvenez-vous des mots de George Bush lors de sa première conférence de presse après le 11 septembre. Ils ont cette formule dans l'Ouest, disait-il en parlant de Ben Laden, qui dit « mort ou vif ». Trump en a repris aujourd'hui tous les traits. Mais revenons à Maduro, ce n'était pas fini pour lui. Pas de repos pour un despote à terre. Lui tentait de prendre la chose un peu à la légère. « Bonne année », a-t-il dit à un moment. Il lui arrivait de sourire, de tendre des pouces. Qu'auriez-vous fait à sa place ? On le vit quelques heures plus tard à l'intérieur d'une camionnette, conduite toujours par des agents du DEA, faisant une sorte de défilé dans les rues de New York, suivi par des motos et autres voitures qui klaxonnaient.
Vercingétorix, vaincu et capturé, avait été autrefois exhibé dans les rues de Rome lors du défilé triomphal de César. Mais là, c'est un peu la même chose, car Trump, avec ce coup d'éclat, a changé de braquet et presque d'identité. De président, il est presque devenu empereur. Il renoue avec une approche coercitive assumée de la doctrine de Monroe, rebaptisée doctrine Dunroe, qui va de pair d'ailleurs avec ses menaces d'annexion répétée du Groenland. Il faut le prendre au sérieux, il ne craint pas l'intervention. Alors sur le dossier ukrainien, où les négociations piétinaient, ça lui donne un peu d'air. Profitant de ce détournement de l'attention d'ailleurs, les Russes ne sont sans doute pas mécontents de continuer à avancer dans l'est du pays en se rapprochant de leurs objectifs. On note quand même que tout au long de la crise à Caracas, ils n'auront soutenu, ces Russes, que bien mollement leur allié Nicolas Maduro. C'est même leur voisin, le Bélarusse Alexandre Loukachenko, qui lui a offert publiquement l'asile. À aucun moment Poutine. Les Russes savent surtout qu'avec cette opération, ils ne seront plus les seuls à se voir accusés d'agresser leurs voisins. Cette intervention est aussi un acquiescement que les États-Unis renouent avec un interventionnisme limité. Cette nouvelle donne pourrait donner des idées à d'autres, la Chine pour ne pas la nommer, en lui laissant penser qu'elle peut désormais laisser libre cours à l'expression de sa puissance contre Taïwan par exemple, à condition de rester dans sa zone. C'est une nouvelle forme de partage du monde qui s'opère. Bienvenue dans le nouvel ordre mondial. Alors pendant ce temps, Maduro commençait à montrer des signes de fatigue extrême quand même, on le voyait sur les images. Donald Trump enchaînait les conférences de presse sur le mode « Nous allons remodeler le continent américain », menaçant tantôt Cuba, tantôt la Colombie et son président Gustavo Petro. Jusque-là, tout allait bien. Les Européens, à de rares exceptions près, n'ayant pas condamné le kidnapping, on espérait secrètement que la bourrasque de l'assaut spectaculaire allait s'estomper. Il n'en fut rien, car l'homme réitéra pour la énième fois son désir de prendre le contrôle du Groenland. Là, les Danois, une nouvelle fois, protestèrent vivement par la voix de leur premier ministre, Mette Frederiksen. Les Danois, vous savez, les mêmes qui achètent des F-35 et pas des Rafales, précision. Mais passons. Mais la menace se rapprochait inexorablement de l'Europe, de plus en plus sommée de se soumettre. Nous avons besoin du Groenland pour des raisons de sécurité, martelait Trump. Le Danemark n'assure pas cette sécurité. Alors on tentait de dormir, moi la nuit dernière, face à ce torrent d'informations et de nouvelles menaces. Poutine n'était pas en reste, continuait à bombarder pendant ce temps de façon nocturne l'Ukraine. La nuit se poursuivait quand survint l'annonce du déplacement de 5 bombardiers C-17 vers les bases américaines en Allemagne. Certains notaient aussitôt qu'en juin dernier, lors de l'attaque d'Israël sur l'Iran, les mêmes bombardiers avaient fait le même voyage. Benjamin Netanyahou était à Mar-a-Lago chez Trump quand déjà? Il y a une semaine. Coïncidence? Certainement pas. Le monde est en ébullition, mais peut-être qu'au milieu de tout ça, dans sa cellule d'une prison de Brooklyn, avant d'intégrer une autre, nous dit-on, celle de Fort Dix, qui accueille déjà une autre célébrité, le fameux P. Diddy, peut-être que Nicolas Maduro est enfin parvenu à trouver le sommeil. Excellente conclusion, merci beaucoup Régis Le Sommier. On a quand même une vingtaine de minutes pour parler du reste, et notamment, effectivement, les Russes venaient de signer un accord sur 10 ans de coopération économique et stratégique, et que n'en veux-tu, avec le Venezuela. Ils n'ont pas bougé le petit doigt, évidemment c'était compliqué, à moins d'être au courant de l'enlèvement et d'envoyer un commando. En même temps, pour eux, c'est un coup dur. Quand même, le Venezuela, c'est un pays producteur du pétrole. Si les États-Unis mettent la main sur le pétrole vénézuélien, en tout cas sur la manière dont le pétrole vénézuélien est vendu, ils peuvent influer sur les cours du pétrole. C'est un allié commercial de moins pour la Russie. Donc indirectement, la Russie fait partie des victimes collatérales. Oui, la Chine aussi, qui écoulait une grosse partie de la production, je crois la majorité de la production, de la faible production, puisque les infrastructures vénézuéliennes sont très archaïques. Le pays n'a pas pu moderniser ses équipements et ne produit aujourd'hui qu'entre 600 000 barils par jour, alors qu'il a été jusqu'à 4 millions par jour à la grande époque de l'OPEP, au moment où l'OPEP a été créé dans les années 70.
il y avait trois pays qui se partageaient le gâteau en termes de ressources pétrolières, en termes de production. C'était l'Arabie Saoudite déjà, l'Iran et le Venezuela. C'était les trois pays. Évidemment, depuis, il s'est passé beaucoup de choses. Les révolutions chavistes et les grèves successives, plus la mise à l'index par des sanctions répétées du pays, n'ont pas aidé justement pour la question et le problème des infrastructures pétrolières, qui est resté néanmoins la manne principale du pays. C'est intéressant d'ailleurs que structurellement, c'est l'armée qui contrôle les puits de pétrole au Venezuela, un peu à la manière d'un autre pays beaucoup plus proche de nous, cette fois qui est l'Algérie. On est dans des pays où il y a une rente pétrolière, une rente des hydrocarbures. Vous me direz, la Russie a un penchant aussi de ce côté-là, mais en tout cas, au vu des sanctions, on va dire que le gouvernement vénézuélien a profité à minima de ce pétrole, et ce pétrole, il pose quand même beaucoup de problèmes parce que pour remettre à niveau les équipements, il va falloir investir énormément. Est-ce que Trump ou les entreprises américaines sont prêtes à le faire? C'est un crude oil, comme on dit, un pétrole lourd, extrêmement visqueux, très difficile à extraire, même si ce sont les principales ressources mondiales. Aujourd'hui, le Venezuela possède les principales ressources mondiales. Donc il va falloir injecter pour pouvoir raffiner ce pétrole. Par chance, ce sont les entreprises texanes et américaines qui ont les raffineries les plus sophistiquées pour pouvoir traiter ce pétrole. Donc de ce point de vue-là, tout a été prévu. Maintenant, en termes d'infrastructure, il va falloir que les autorités suivent. Rien ne dit pour le moment que la succession de Nicolas Maduro avec Delcy Rodriguez va se faire en harmonie. Déjà, Trump l'a menacé hier. L'armée, pour le moment, ne bouge pas. On l'a vu au moment de l'intervention américaine, il n'y a pas eu un tir de DCA ni un équipement portatif pour toucher un de ces hélicos qui pourtant veulent voler à basse altitude. Je peux vous dire que à Mogadiscio, à une certaine époque, un Black Hawk américain s'était retrouvé au tapis avec les conséquences qu'on connaît. Donc là, il y a eu une sorte étonnamment... Bon, l'opération était très bien organisée, etc. Mais il y a eu quasiment pas de résistance. Qu'est-ce qui va se passer si les structures chavistes, qui étaient d'ailleurs, il faut le noter, la conservation de ces structures chavistes avait été demandée par Maduro en échange éventuellement d'accepter de quitter le pouvoir. Il y avait des négociations qui avaient été faites et il voulait que ces structures restent en place. Alors l'opposition est très morcelée. L'opposition a souvent été pilotée par les États-Unis et l'Occident. On se souvient de Juan Guaido, par exemple, qui avait été un jeune élu désigné pour remplacer Maduro à une époque pour une sorte de révolution interne, pilotée évidemment depuis l'anglais, le bureau de la CIA pour l'Amérique latine. Et donc ça n'avait pas marché. D'ailleurs, le même Juan Guaido aujourd'hui habite à Miami en Floride. Donc à chaque fois, c'est toujours des tentatives comme ça, un peu maladroites, un peu brutes de décoffrage, pilotées par les éléments les plus latino-américains de l'administration, des diverses administrations, et ça n'a jamais vraiment fonctionné. Donc là, Trump veut miser, je pense, sur la stabilité. Il a à l'idée il a fait une intervention, certes, qui a duré 2 heures. Il ne veut absolument pas s'inscrire dans la ligne de ses prédécesseurs, c'est-à-dire d'engager son pays dans des guerres longues et ingagnables, et que donc ça nécessite de faire avec ce qu'on a sur place. Or, ce qu'on a sur place, c'est une personne, Delcy Rodriguez, qui était la plus farouche représentante du chavisme traditionnel, la plus loyaliste parmi les loyalistes du président Maduro, au point d'ailleurs que, quelque part, même si elle est connue pour ses discours, Maduro lui-même lui avait donné son surnom de la tigresse, et cette Delcy Rodriguez, elle s'est illustrée par des discours anti-impérialistes à l'encontre des États-Unis. Là, elle a dit qu'elle était prête à tendre la main au gouvernement Trump. Est-ce que Trump va supporter longtemps ça? Est-ce que elle-même va se trouver en porte-à-faux avec les durs du régime qui ont tout à perdre dans cette histoire? Bref, il y a beaucoup de scénarios possibles pour la suite au Venezuela, et on est loin de voir les entreprises américaines encore fleurir et venir investir, comme semble dire Donald
Trump. Il semble dire d'ailleurs que c'est pas le contribuable américain qui paierait la remise à flot du Venezuela, c'est les ressources qu'on utiliserait pour le bonheur des Vénézuéliens. On connaît la musique depuis l'Irak et même avant avec le Vietnam, etc. L'Amérique toujours fait le bonheur bien du sûr, monde chaque bien fois sûr. où il met Après les avoir pieds. cassé les pays respectifs, on l'oublie. Enfin, nous, on a été pas mal en Libye aussi pour mettre un pays à genoux et ensuite s'en aller. Mais le vrai enjeu, il est là. Est-ce que Trump casse le jouet ou est-ce que il s'en désintéresse? Je parierais plutôt pour la seconde option, à condition de trouver un modus vivendi avec le pouvoir, et de ne pas laisser les plus ultras du gouvernement Trump cette fois dicter la politique, parce qu'on a vu des Lindsey Graham tout à coup revenus à la vie, promettre que Cuba est dans la ligne de mire, que Gustavo Petro, alors ça c'est Trump qui le dit, est un sale type qui fait de la cocaïne et il ferait bien de faire gaffe à ses fesses, comme il a dit, et quelqu'un lui a dit mais vous iriez jusqu'à intervenir? Il a dit oui, il a répondu je suis sur cette ligne. Voilà, qu'est-ce que tout ça veut dire? Avec évidemment l'autre question, mais l'invasion sera à mon avis beaucoup plus simple, c'est celle du Groenland, quoi. Voilà. Oui, alors l'invasion sera plus simple et en même temps, là, les Européens peut-être vont-ils enfin considérer que. Et alors, qu'est-ce qu'ils vont faire, Richard, à votre avis? Je sais pas, se envoyer défendre. des chiens de traîneau, envoyer une armée non, là-bas. les Danois, non. Mais, je pense les que Groenlandais le président Macron va prendre la tête d'une coalition des volontaires pour défendre les Inuits. Bon, vous croyez? Non. Non. Donc voilà, poser la question, c'est déjà y répondre. Et ce qui est très intéressant dans cette histoire, c'est que ça nous met Trump, même plus que Poutine, parce qu'avec Poutine, il y a l'adversité naturelle, on va dire, il y a un conflit en cours. Trump nous met radicalement face à nos incohérences et face à ces décennies pendant lesquelles on s'est désarmé, pendant lesquelles on a laissé partir nos souverainetés à veau de l'eau au nom d'un empire européen balbutiant et très marketing. Et donc on est nous dans cette posture aujourd'hui où on n'a plus que les mots pour tenter de faire peur face à quelqu'un dont on sait pertinemment qu'on n'a aucun moyen de s'opposer. Je regardais le dernier tweet de Raphaël Glucksmann, le plus européiste des européistes, qui dit « S'il s'attaque au Groenland, il va bien falloir qu'on fasse quelque chose. » Mais qu'on fasse quoi exactement? Oui, et avec quelle armée, étant donné que pour le moment, voilà. nos moyens sont un peu dispersés. Avec l'OTAN peut-être. Voilà. On a évoqué très brièvement le cas de l'Iran, donc qui fait partie de ces puissances de l'OPEP. L'Iran, qui était d'ailleurs l'un des alliés du Venezuela. En Iran, l'Iran d'ailleurs, où là aussi Donald Trump a décidé d'envoyer une bombe sans être en guerre contre l'Iran. Donc on s'étonne de l'enlèvement de Nicolas Maduro, mais la bombe elle-même était quelque chose qui me paraît elle aussi être un peu exorbitante du droit international dont on nous rebat les oreilles depuis 3 jours. Est-ce que ce qui se passe en Iran est une pure révolte des épiciers, comme les gens de la France insoumise veulent nous le faire croire, ou est-ce que, au contraire, les Iraniens commencent à rejeter la greffe avec l'islam? Les Iraniens n'ont pas attendu là le mois de décembre 2025 pour contester le pouvoir. Il y a eu une succession de révoltes en Iran. D'ailleurs, celle qui est en cours aujourd'hui n'est pas la plus grave en termes d'intensité, ni en termes d'impact, ni en termes de mort. Celle de 2009, à l'époque d'Ahmadinejad, a été bien plus meurtrière et bien plus réprimée dans le sang à l'époque. Moi, j'ai eu l'occasion de me rendre en Iran il y a 3 ans, au moment de ce qu'on a appelé la révolution du voile, où les femmes protestaient en enlevant leur voile, pas tant pour le fait d'avoir un voile ou de pas d'en avoir, mais parce que ce symbole représentait pour elles, c'est-à-dire une soumission patriarcat, le fait de ne pas pouvoir avoir ses enfants en cas de divorce, le fait dans un héritage, par exemple en Iran, les femmes ont 2 fois moins touchent 2 fois moins qu'un homme, par exemple. Des choses comme ça. Tout ça est lié évidemment et était derrière cette protestation du voile, qui était plus une protestation sociétale qu'une crise sociale. Voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est que chaque révolte en Iran, qui arrive de façon sporadique, contient des éléments, on va dire,
des différents éléments de protestation, mais il y a un problème en Iran, à mon sens, c'est la question de la congrégation des oppositions qui sont tellement diverses entre les balouches, minorités sunnites persécutées, la tradition royaliste avec le Reza Pahlavi qui vit à l'étranger et tout un tas de mouvements au sein de la société, les minorités, parce qu'il y a beaucoup de minorités en Iran aussi, certaines sont loyalistes, d'autres plutôt tentées vers la rébellion, et puis vous avez ces foyers de contestation intellectuelle, on va dire, qui existent depuis très longtemps autour des universités. La question de l'université Sharif, par exemple, à Téhéran, est souvent évoquée. Et ce qui est intéressant quand il y a eu cette révolte qui a commencé à cause des difficultés économiques et surtout financières liées à la dépréciation du rial, la monnaie iranienne, qui a perdu en un an un tiers de sa valeur par rapport au dollar, la flambée des cours de l'or ont fait que les marchands ont décidé de fermer boutique et de couper l'électricité dans le souk de Téhéran. C'est là où ça a commencé. Ensuite, d'autres marchands se sont mis dans la protestation, mais quand les étudiants ont commencé à montrer leur nez au coin de la rue, là, l'appareil répressif s'est mis en branle avec les Bassidji, avec la police armée, etc., etc. Et on est repassé dans un module de contestation et d'affrontement avec une prolifération sur plusieurs villes. Ce qui est intéressant là aussi, c'est que les villes ne réagissent pas toutes en même temps. Là, il y a une vingtaine de villes qui sont concernées, dont Ispahan et Shiraz, qui sont quand même très importantes. Et donc, c'est une contestation qui s'étale, mais qui on va dire, il faut voir encore si ça peut mettre le gouvernement en difficulté, voire conduire à l'abdication du guide suprême, ce qui a été évoqué à plusieurs reprises, qui avait déjà été évoqué lors de la guerre des 12 jours. Vous savez, Donald Trump a agité le chiffon en disant on sait très bien où se trouve Ali Khamenei, c'est moi qui ai dit à Netanyahou tu ne l'élimines pas. Bon bref, il y a toute la scénographie Trump derrière. Là, il a promis d'aider les Iraniens si le pouvoir utilisait du tout répressif. Aider comment ? De quelle façon? En les bombardant. Le problème aussi, il est là, c'est que lors de la guerre des 12 jours, Israël a détruit beaucoup d'infrastructures en Iran et que le pouvoir, là, pour une fois, a habilement utilisé cet argument d'unité nationale face à une agression pour, on va dire, revenir dans le jeu. Là, s'il y a à nouveau des frappes, les Iraniens ont, comme beaucoup de peuples d'ailleurs, les Américains ont un peu de mal à le comprendre, ont un peu de mal à aimer ou à tomber dans les bras de gens qui leur balancent des bombes sur le visage. Vous voyez, ça c'est quelque chose qui est assez caractéristique. On a eu l'impression en Afghanistan, on a eu l'impression en Irak, à chaque fois que ils vont être accueillis avec des fleurs, mais quand vous balancez des bombes, vous n'êtes pas accueillis avec des fleurs, et au contraire, vous avez tendance à renforcer sur place ceux que vous êtes censés viser. Donc l'usage de la force, on en revient à la thématique du shérif que j'ai développé tout à l'heure. Vous savez, on est toujours dans l'aspect hollywoodien, en se disant que si les choses ne marchent pas, et Trump n'échappe malheureusement pas à ce travers de tous les présidents américains, si les choses ne marchent pas, on va utiliser la force et on va écraser. Les Américains ont inventé ce terme, le carpet bombing. Le carpet bombing n'a jamais rien résolu. Il a unifié les Vietnamiens, il a unifié les Cambodgiens. C'est des pays qui ont été bombardés plus que l'Allemagne nazie en 45. Faut le préciser, ces deux pays-là. Ça n'a rien fait pour améliorer la cote de popularité des Américains dans ces régions-là, et au contraire, ils ont fini par les quitter. Ils ont fini par quitter l'Irak, ils y sont encore positionnés sur quelques bases, mais la popularité des Américains n'est pas au top avec ce type de comportement. Or, on a toujours l'impression que ce changement par l'écrasement est une matrice finalement de la politique américaine, en disant voilà, nous on est les plus forts, donc on va gagner. Et comme finalement, et ça c'est un autre travers américain, c'est de s'imaginer que le reste du monde
veut devenir américain. Moi, je me souviens quand j'étais correspondant, j'ai une petite anecdote comme ça. Quand j'étais correspondant aux États-Unis, j'y ai passé 10 ans. J'avais fini par obtenir ma carte verte, qui est le sésame de toute personne voulant travailler aux États-Unis. Et à chaque fois que j'arrivais à l'aéroport, à chaque fois, mais assez souvent, le douanier me disait, mais vous allez bientôt avoir la nationalité. Et je disais, non, je vais pas avoir la nationalité, je ne l'ai pas demandé. Et je sentais chez la personne une sorte de désarroi, comme quoi, qu'est-ce que c'est que cette personne qui ne veut pas devenir américain? Voilà. Et je pense que naturellement il y a cette idée que c'est le meilleur pays du monde. C'est répété par des gens même d'extrême gauche aux États-Unis, the best country in the world. Et on commence tout discours par le Pledge of Allegiance, etc. Et donc naturellement le reste de l'humanité veut devenir américain. Or ce n'est pas le cas. Et je le répète, quand vous prenez des bombes sur la tronche, vous n'avez pas envie d'aimer celui qui vous les balance. Alors, revenons un tout petit peu à l'Iran, il nous reste 2 minutes. C'est une opposition économique, c'est une opposition politique, c'est une opposition religieuse. Est-ce que, avec ou sans l'aide des Américains, vous avez rappelé tout à l'heure qu'il y a des répressions très féroces, puisque ces révoltes sont épisodiques et régulièrement le pouvoir massacre en masse ou torture en détail. Et est-ce que là, on a une chance que ça aboutisse? Il est trop tôt pour le dire. Malgré tout, on a l'impression qu'ils ont vraiment pris le mort aux dents. Je vais vous dire, ça fait 10 ans qu'on attend et qu'on nous dit, ça y est, le régime des mollahs va tomber. Je me souviens d'une émission d'ailleurs à la suite de ce reportage la dernière fois pendant la révolution des voiles où j'avais été invité à dialoguer avec des personnes de l'opposition en exil en France depuis une trentaine d'années, depuis même le départ du Shah. Et bon, j'ai expliqué ce que j'avais vu, mais ce qui m'a vraiment surpris, c'est que on était dans une idée de ça y est, le régime est tombé. Voilà ce qu'on va mettre en place ensuite. On était déjà dans l'affirmation que le régime était tombé. Or, je vous dis, c'était en 2022, on est en 2026, il est toujours pas tombé. Et vous reprenez la même chose il y a 10 ans, il y a 20 ans, c'était toujours le même scénario. Donc voilà, le fait est qu'il faut considérer aussi que le régime a une base populaire, qu'il a aussi des forces armées, notamment cette structure parallèle qui sont les gardiens de la révolution, avec cette milice populaire que sont les Bassidji, qui sont incarnés dans la population et qui représentent, qui ont un statut social pour que ces gens-là acceptent de rejoindre l'opposition, de baisser les armes. Il faut qu'on leur propose quelque chose. Si on leur propose un cachot, c'est sûr qu'ils vont se battre jusqu'au bout, voire comme ce qui s'est passé. Et j'ai toujours mis en avant, moi, averti sur le précédent irakien. A-t-on appris quelque chose? Casser l'Irak, détruire le parti basse, renvoyer l'armée, les soldats chez eux avec leurs armes, et vous avez la nitroglycérine pour créer une insurrection durable. Et c'est ce qui s'est passé en Irak. Voyons, voilà. Et c'est quelque chose qui peut se passer aussi aujourd'hui en Iran. Eh bien, merci beaucoup Régis Le Sommier et à la semaine prochaine pour en reparler. Merci beaucoup.